Ouais, donc aujourd'hui on va parler d'un document, donc qui va parler du MBTI qui a été, vous savez, étudié et donné par Carl Jung. C'est un gnostique qui a regroupé pas mal aussi de choses, de preuves scientifiques terrestres qui prouvent que la plupart des gens sont des bots, sont des PNJ, d'accord, des personnages non jouables. Donc on va commencer. Alors, dans le Myers-Briggs Type Indicator, les types sensations S se concentrent sur des détails concrets, la réalité présente, en utilisant leurs cinq sens et leur expérience passée pour recueillir des informations. Bon, tout de suite, quand on lit ça, ça nous fait directement penser aux boomers ou aux darons qui font, vous savez, si dans leur vie ça a été des ratés ou ils ont jamais réussi le fait de faire de la musculation, si leur fils fait de la musculation, leur approche par rapport à ça va être de manière négative. Ah bon, t'es sûr, tu vas pas y arriver. Ouais, de toute façon, les gens musclés, ils ressemblent à des singes. Après, t'es sûr que la whey, c'est pas du dopage. T'es sûr que ça arrête pas la croissance. Et puis, il y a les gros connards qui vont carrément dire à leur fils, ne fais pas de la muscu, tu vas arrêter ça dans une semaine. Enfin bon, bref. Tout ça parce que eux n'ont pas été capables de le faire. Voilà, ils n'ont pas d'empathie en fait. Enfin, l'empathie, ça a du mal avec eux. Voilà. À l'inverse, les types intuition N se concentrent sur des concepts abstraits, des schémas et des possibilités futures, en cherchant des significations plus profondes, des connexions et une vision d'ensemble. Donc là, on parle des gens un peu éveillés, quoi. Donc les personnes S préfèrent des idées pratiques et concrètes, des faits, des détails précis, des applications réelles, décrire les choses de manière littérale et spécifique. Donc décrire les choses de manière littérale et spécifique, c'est les paraboles avec eux ne marchent pas. Il n'y a pas de sens pour eux, c'est-à-dire que tu vas parler de tout l'alphabet, tu vas vouloir donner du sens à l'alphabet, mais eux ils vont te dire mais de quelle lettre tu parles? Et toi tu vas dire ben, je parle de tout l'alphabet, mais je parle pas que d'une seule lettre. Oui, mais en fait, la discussion, ça va être que ça. Ça ne va être que ça. Et c'est un enfer de parler avec eux. C'est un enfer. Et le pire, c'est qu'à la fin, soit ils s'en foutent de ce que tu racontes. C'est ce qui se passe, hein. Parlez longuement. Dites vos pensées sur la vie. Parlez comme ça à ces gens-là. Vous allez voir, ils ne vous écoutent pas, hein. Donc les personnes N, intuition, préfèrent imaginer ce que les choses pourraient devenir, voir la vue d'ensemble et les connexions, les idées et concepts abstraits, décrire les choses de façon imagée ou symbolique. Voilà, donc c'est beaucoup l'imagination, enfin l'âme, l'esprit qui agit plus que le corps en fait, de manière animale dans, dans cette façon d'être. Donc les statistiques, voilà, environ 70 à 75% des gens sont S. C'est la masse, hein. Environ 25 à 30% sont intuition. Donc moi je dirais plutôt que les N sont beaucoup moins et les S beaucoup plus, hein. Donc le type sensitif S, focus, le moment présent, les détails tangibles et les aspects pratiques d'une situation. Information, s'appuie sur leurs cinq sens pour recueillir des faits, des données concrètes et des détails précis. Donc, les cinq sens, c'est quoi, hein? Les cinq sens humains, c'est l'ouïe, le toucher, la vue, le goût, l'odorat. C'est des choses en fait, ce qu'on appelle le sixième sens pour les humains, ben, c'est tout simplement la spiritualité, l'étincelle divine. Approche. Préfère des exemples concrets, des situations réelles, des procédures étape par étape et des informations vérifiables. Donc voilà, hein, il préfère écouter l'école, il préfère écouter la télé parce que voilà, il y a marqué certified. Euh, ils ils écoutent toujours les autorités parce que justement, on peut voir dans cette phrase que ils vont plutôt suivre les autorités qui leur dit quoi faire. Ils veulent être commandés. Ils ont besoin de Lucifer, en fait, ces gens-là. Ils ont besoin d'être dirigés.
Comportement, souvent observateur, ancré dans le réel, attention aux détails et il valorise l'expérience ainsi que le bon sens. Donc, on peut voir avec les agents de sécurité ou comme les flics, les bâtons, que c'est des gens, ils font toujours attention aux détails, mais par exemple, enfin, voilà quoi, que grâce à leurs cinq sens. Donc, c'est des choses très bateaux, comme des animaux en fait, hein, comme des animaux. Type intuitif N. Focus, les concepts abstraits, les significations cachées et les possibilités futures, la vision d'ensemble. Information, recueille des informations via leur sixième sens, en reconnaissant les schémas, les connexions et les théories sous-jacentes. Approche, aime l'exploration imaginative et théorique, lire entre les lignes et envisager les résultats possibles. Donc là, surtout lire entre les lignes, c'est quelque chose que je disais déjà au PNJ, pour essayer de leur faire comprendre une situation qu'ils vivaient ou que je vivais ou qu'on vivait, parce que ils n'arrivaient pas à comprendre, ils sont cons. Donc moi je leur disais toujours, mais essaye de lire entre les lignes. Alors quand tu sais, vous savez, on leur parle de choses spirituelles, des choses vraiment qui font réfléchir aussi, même des choses matérielles. Eh ben, t'es obligé de toujours leur expliquer. Non, mais lis entre les lignes. Ça revient souvent, ça, ce genre de choses aussi. Comportement souvent innovant, visionnaire, attiré par le symbolisme et peuvent et peuvent sembler être des rêveurs ou des penseurs profonds. Les estimations varient, mais environ 5 à 20% de la population générale déclare avoir vécu une expérience de mort imminente. Une EMI. Donc tout ce qui est EMI, sortie hors du corps, toutes ces choses-là en fait ne dépassent jamais 20%. Ça aussi, vous allez le voir, c'est un chiffre qui va beaucoup revenir de. Il y en a même qui disent de 5 à 10%. Ça ne dépasse jamais 20%. Ça reste toujours vraiment en dessous de la masse. Autre fait découvert. Environ 30 à 50% des gens, selon les chercheurs et les recherches du psychologue Russell Hurlburt, pensent régulièrement à eux-mêmes sous forme de monologue intérieur. Donc le monologue intérieur, c'est vraiment ta petite voix qui te parle à toi tout seul. Tu vas aller à la salle, oh tiens, allez, on va faire un entraînement. Tu vas au magasin, je sais pas, dans ta tête tu dis oh je vais faire ci, je vais faire ça. Tu te parles tout seul en fait. Les gens, les débiles, ils pensent que c'est bizarre, c'est schizophrène, mais en fait, c'est normal. C'est l'imagination, c'est ton côté créateur qui pense comme ça, qui, voilà. Donc en fait, on apprend que seulement 30 à 50% des gens ont un monologue intérieur. Est-il vraiment possible que certaines personnes n'aient pas de monologue intérieur? Voilà. Donc, dans Business Insider, je n'ai pas de monologue intérieur. Et je ne savais pas que d'autres en avaient un. La plupart des gens ont une forme de monologue intérieur. Les recherches estiment que 30 à 50% des gens ont un monologue intérieur, bien que. Donc en fait, il y a des gens, ils ne pensent pas. Ils ne. Ils suivent juste le courant de la vie, genre ils ne. C'est dingue, hein. Là, on a des versets de Yeshua. Donc, suis-moi, mais il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. Donc là, on est vraiment dans le côté où ça nous montre aussi que Jésus voulait vraiment parler des golems, mais il y aura plein aussi de références que j'ai notées de versets de Yeshua où il parle de ça, où c'est flagrant maintenant. Ce que les catholiques n'arrivent par exemple pas à comprendre, ben, en fait, si tu le prends d'une vision gnostique, ça fait sens. Tu te dis, mais ça veut dire ça, le truc. Il y a pas d'autre. C'est pas une autre interprétation à la con. Non, non, tu te dis, le mec, il n'y a pas de doute, il parlait de ça. Ensuite, on va lire un peu, ça va être vite fait. Les estimations varient, mais environ 5 à 20% de la population, bon ben, général déclare avoir vécu une EMI, 4 à 15% dans certaines populations, c'est vraiment très très bas quoi, c'est très très bas. Vous pouvez voir, c'est intéressant, donc le mec il marque en rouge
everyone else see black or say they saw nothing after death. Donc, il y a des gens, quand ils font des EMI, justement, ils ne voient rien. C'est-à-dire que c'est pas comme les gens où ils vont voir des tunnels, des Bouddhas ou quoi que ce soit, ils ne vont rien voir. Et la Fantasia Test, c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est-à-dire que, bon, ben voilà, close your eyes and imagine a red apple. Donc il y a des gens, en fait, ils voient rien. Donc je pense que la plupart des gens, on est d'accord, enfin quoique, hein, il y a des gens peut-être ils voient rien, hein. Faut pas oublier que c'est la masse. Moi, c'est plutôt entre 3 et 2. Voilà, il n'y a pas de... Enfin, moi, c'est plutôt entre 3 et 2. Mais c'est pas que quand vous fermez les yeux, hein, c'est aussi quand vous vivez dans la vie de tous les jours. Vous savez, quand on est enfant, on a ce côté avec les potes, quand on délirait, imagine il se passe ci, imagine il se passe ça. Ben ça, c'est ton imagination, c'est ton esprit, c'est ton côté un peu, allez, ton étincelle, c'est quelque chose de beau, quoi. T'imagines ci, t'imagines ça, enfin, t'es gamin, mais quand tu grandis, il y en a aussi, ils perdent ça. Et puis ça donne des putains de bots, quoi. Hein. Ça, c'est très intéressant, ça, la Fantasia Test. Là, on va parler donc du coup des idylliques. Dans le gnosticisme, les idylliques, les psychiques et les pneumatiques représentent trois types hiérarchiques d'êtres humains, différenciés par leur capacité de compréhension spirituelle et leur lien avec le monde matériel. Les idylliques sont entièrement matériels, focalisés uniquement sur les choses du monde et incapables de conscience spirituelle. Les psychiques ont une certaine conscience de la réalité spirituelle, mais restent liés à la vie terrestre, représentant un niveau intermédiaire. Les pneumatiques, la classe la plus élevée, sont des êtres pleinement spirituels ayant atteint la gnose, donc connaissance divine, et pouvant échapper au monde matériel. Donc je tiens à préciser que ça a été dit il y a 2000 ans, hein. Ça sort pas du trou du cul de Chibo InShape. Donc illique, être matériel, nature. Le niveau le plus bas de l'humanité, complètement lié à la matière. Centre d'intérêt, axé sur le monde physique, les plaisirs sensoriels et les possessions matérielles. Capacité spirituelle, incapable d'atteindre la gnose ou un véritable éveil spirituel. Vous savez, quand vous essayez d'aider les gens, de les éveiller, pas juste matériellement, ça ne marche pas. Ça, vous sentez qu'il y a une espèce de mur qui fait en sorte que les gens ne pourront jamais comprendre de quoi tu parles. Traits de personnalité illique, orientation matérielle, totalement immergés et satisfaits des valeurs matérielles et des plaisirs sensoriels. Le monde physique représente toute leur réalité, sans conception d'un sens transcendant au-delà de l'expérience immédiate. Recherche superficielle, pose peu de questions sur l'existence et accepte facilement des réponses simples et confortables qui maintiennent leur équilibre psychologique, évite les contradictions. Donc ça, on est plutôt, vous savez, sur les agnostiques là. C'est-à-dire oula, c'est pas comme les athées où ils peuvent potentiellement croire à quelque chose, mais ils vont pas trop se poser de questions et enfin, ils évitent, ils évitent vraiment le sujet. Approche utilitariste, s'engage uniquement dans ce qui apporte des bénéfices immédiats et pratiques. Le savoir est valorisé pour son utilité, non pour sa transformation. Là aussi, en fait, c'est des êtres consommateurs, hein. Tout ce qui peuvent être utile pour leur vie sur Terre, ils le prennent, hein. Orientation, vous savez aussi le fait de vous vous rendez compte de faire des enfants pour des allocations. Ça aussi, il y en a beaucoup, ils se cachent en disant que c'est pas forcément pour ça qu'ils font des gosses. Détrompez-vous, hein, ils sont complètement tarés, ces PNJ. Orientation vers l'action, concentré sur le fait d'agir et de posséder plutôt que d'être et de devenir, guidé par l'habitude, le conditionnement social et les instincts de survie. Pensée dualiste, voit le monde en opposition, rigide, bien, mal, plaisir, devoir, beau, laid, donc pipi, caca, hein, sans percevoir les nuances ou l'interdépendance. Donc l'interdépendance, pour ceux qui savent pas, ça veut dire, euh, par exemple, un corps qui fonctionne grâce à des ordinateurs. Donc il fonctionne grâce à des ordinateurs, mais si tu enlèves le corps, les ordinateurs ne fonctionnent plus. Ça s'appelle l'interdépendance.
Des intérêts pour la spiritualité, peu concernés par les questions religieuses ou spirituelles, sauf pour leur utilité sociale ou culturelle. Valeurs adaptatives, manque de valeurs morales internes solides. Ajustent leurs croyances selon les circonstances et les pressions sociales. Donc ça s'appelle aussi le manque de couilles et de charisme. Donc pas d'appui pour ces gens. Aucun appui. Conformisme. Peu de traits distinctifs. Leur identité provient principalement des rôles sociaux et du conditionnement culturel. Pardon. Donc, conditionnement culturel, c'est la télé, les réseaux sociaux, c'est toutes ces choses-là. Bon, après, à travers l'âge, c'était pas que ça, mais c'est ce genre de choses maintenant. Fixation sur le présent, vivre dans l'instant avec peu de réflexion sur le passé ou le futur au-delà de l'aspect pratique. Ça aussi, je vais pas trop détailler la chose, mais vous avez déjà entendu ce genre de personne qui, voilà, ça fait 15 ans que j'ai une relation avec quelqu'un et du jour au lendemain, ça s'est arrêté. La personne s'est barrée, la personne m'a trompé, et puis ils essayent juste de dire que bon, bah, c'était un pervers narcissique, ou, euh, ou alors non, c'est la vie qui est comme ça, tant pis. Enfin, c'est des gens qui ne remettent en cause rien, ils n'ont pas de calcul dans la tête. Tout arrive comme ça. Conscience réactive. Leur conscience fonctionne surtout en réaction aux stimuli. Oula, c'est quoi cette traduction? Aux stimuli extérieurs, avec une vie intérieure limitée, souvent inconsciente. Donc, Hanouna, touche pas à mon poste, Facebook, tout ça, c'est leurs meilleurs amis à ces gens. Là, un extrait du documentaire The Forbidden Gnosis, donc en 2007 par José Aragogne. C'était un gnostique. Presque tous les mythes religieux affirment que l'homme a été créé à partir de la poussière du sol. La Bible dit clairement et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. On dit qu'ici, Dieu a créé le corps et l'âme de l'homme, une partie physique, un corps fait de poussière et une partie animique, le souffle du Créateur que nous appelons âme. Alors si l'homme n'était constitué que d'un corps et d'une âme, il serait n'importe quel autre animal. Comme n'importe quel animal, peut-être légèrement plus intelligent mais fondamentalement similaire à un animal. Plus tard, on verra qu'après la chute, l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui est plus qu'un corps et une âme. J'ai déjà regardé quelqu'un en fait, même avant de lire ça, hein. C'est quelque chose, vous savez, on a de l'intuition. Vous savez vraiment que vous êtes du type N quand tout ce que vous avez appris sur internet ou même des écrits gnostiques, vous le savez en quelque sorte déjà avant. Euh, Moi avant je regardais les gens, en fait, les PNJ, et j'ai déjà dit à quelqu'un comme ça, il m'a rien dit. Tu vis comme un animal. C'est le ressenti que j'avais. Ces gens-là, ils vivent qu'à travers leurs cinq sens. Euh, Il y a des gens, voilà quoi, ils ont décidé d'activer leur sixième sens. Eux non. Bien que Dieu ait créé le corps et l'âme, il existe autre chose. Il existe un esprit inné, non créé par Dieu, qui a été emprisonné, enfermé dans l'âme de l'homme. La Bible ne dit pas explicitement que Dieu a créé l'âme, mais Dieu a créé le corps et l'âme. Cependant, les gnostiques affirment que l'homme possède un corps, une âme et un esprit. D'où vient cet esprit? S'il n'a pas été créé par le Dieu créateur, pourquoi est-il là? C'est l'une des questions suivantes que nous examinerons. Donc on parle de l'étincelle divine, que c'est la monade en fait. C'est peu importe que tu sois Yaldabaoth ou qui tu veux, tu crées, il y aura ce souffle malgré, malgré toi qui se mettra. C'est ce qu'on appelle l'étincelle divine c'est la monade. Donc le mot latin anima, donc ça veut dire en anglais soul, et c'est du latin, est lié au verbe animer ou animation. Ainsi, l'auteur utilise le terme improvisé animique. Ce terme renvoie à la vitalité ou à l'émotion physique, c'est-à-dire à l'animation des animaux, une notion qu'il ne faut pas confondre avec celle de l'esprit ou de l'étincelle divine apportant la conscience. Si l'homme n'était qu'un corps et une âme, si ces deux entités avaient été créées uniquement par le démiurge, alors l'homme serait entièrement issu de lui et il n'y aurait jamais de rébellion. Rien de ce qui est
est créé ne se rebelle contre son créateur. Ce qui se passe, c'est qu'il existe en l'homme quelque chose qui n'a pas été créé par le Dieu créateur. L'esprit éternel. Cet esprit vient de l'extérieur et n'appartient pas à ce monde. Il a été ajouté aux émotions physiques du corps afin de lui donner une fonction évolutive. Mais il a ensuite été piégé contre sa volonté et se retrouve emprisonné dans la matière. C'est cet esprit qui se rebelle. Il ne se rebelle pas contre son créateur, mais contre celui qui l'a emprisonné. Cette rébellion vient de l'esprit. C'est l'homme. euh, Putain, je crois que ça a mal traduit. Y créé, bon, qui déteste et s'oppose au créateur, Satan et son œuvre. Ce monde est un terrain hostile pour un gnostique. Un gnostique est capable de le percevoir, d'en voir la disparition et de se détacher de la création matérielle qui se retourne automatiquement contre lui. Pendant combien d'années Jésus-Christ a-t-il prêché selon la tradition chrétienne? Seulement 3 ans. Mais durant ces 3 années, il a prêché une religion inconnue sur Terre pendant 2000 ans. Eh oui. Nous disons que ce monde est un ennemi pour le gnostique, parce que tout ce monde matériel et tous les êtres qui l'habitent sont faits de matière et dévoient la matière. Ils appartiennent à la matière et la défendent. Donc interprétation, les PNJ ne peuvent pas sortir du script. Ils défendent la matrice parce qu'ils sont la matrice, constituée de sa programmation, donc la matière. Alors vous savez, je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais pas trop m'attarder parce qu'on a pas mal de choses encore à lire, mais par exemple les religieux là, les catholiques, les musulmans, tout ça, c'est la même chose, hein. Ils sont piégés de la même manière parce que, à la limite, un PNJ athée, il défendra pas la matrice. Par contre, un catholique, un musulman, oui, parce que pour lui, c'est son Dieu qui l'a créé. Pour lui, la création est parfaite et c'est nous qui sommes les éternels pécheurs. Hein. J'ai pas pu vous lire ça, j'ai oublié de vous le lire, mais c'est pour ça que je fais une petite coupure, je vous le dis. Donc son créateur et ne peut concevoir rien de différent. Tous ceux qui s'opposent au monde matériel et au Dieu créateur sont dangereux et doivent être détruits. La gnose est donc perçue comme quelque chose d'impensable et d'horrible qui doit être éliminé. Donc en fait, ça me fait penser tout simplement à ce qui s'est passé au tout début. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a aucune preuve que l'orthodoxie est la première branche du christianisme. Tout relève à de l'intuition, si vous voulez. Hein, le truc, c'est que les orthodoxes, ils ont chassé, jeté au Colisée et tué les gnostiques. Hein, c'est de là que, grâce à l'aide des Romains, et c'est de là que ensuite on a eu plus aucune source des gnostiques jusqu'en 1945. Alors, théorie des PNJ. Oula, attendez, je crois que j'ai skippé, non? Ah non. Alors, théorie des PNJ et degré de conscience. Donc là, il s'est aidé de ChatGPT. Donc la question devient donc, peut-on trouver des indicateurs à l'échelle d'une population qui corrèlent avec la présence de cette étincelle? Ben, du coup, on a les EMI. Des études montrent qu'environ 10 à 20% des personnes qui meurent cliniquement rapportent des EMI, donc flottement au-dessus du corps, tunnel, lumière, revue de vie. Beaucoup plus de personnes meurent ou subissent un arrêt cardiaque voilà, sans apporter ce type d'expérience. Implication possible, seule une partie des humains possède une forme de conscience capable de se détacher, percevoir et revenir. Les autres pourraient simplement s'éteindre. Cela correspond à l'idée que certains sont des joueurs capables de transcendance et d'autres des PNJ qui s'arrêtent quand le jeu se termine. Donc la répartition mondiale, donc 70-75% des personnes sont de type S, tandis que les autres donc sont N, 25 à 30%. Les types S se concentrent sur la réalité tangible et présente, ils restent dans le script de la simulation, et les types N perçoivent les schémas, la signification cachée et ce qu'il y a derrière le rideau. Cette minorité corrèle fortement avec les personnes qui explorent des idées métaphysiques ou transcendantes, donc plus susceptibles de sortir du rôle du PNJ. Le lien avec l'effet Mandela. Alors, l'effet Mandela. Alors oui, il existe une manière naturelle de relier l'effet Mandela à la théorie des PNJ, figurant si on les observe à travers le prisme de la simulation ou du gnosticisme. Donc l'effet Mandela, c'est en fait des gens qui pensaient que Nelson Mandela était mort en prison alors qu'il était sorti de prison. Ça vient de là, c'est pour ça qu'on appelle ça l'effet Mandela. Donc l'effet Mandela est le phénomène où de grands groupes de personnes se souviennent incorrectement de la même chose. Exemple, alors il y a un exemple, par exemple c'est par exemple le paquet de Pringles.
Le mec, on croyait qu'il avait une moustache et des lunettes, alors qu'en fait il avait pas de lunettes. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. C'est que des choses comme ça. Certaines y voient une preuve de changement de ligne temporelle, de bug dans la simulation ou de réalité parallèle. La psychologie classique l'explique plutôt comme des erreurs de mémoire combinées à un renforcement social. Ensuite, bon, bah, la théorie des PNJ figurants, elle suggère que tout le monde ne possède pas une pleine conscience autonome. Beaucoup seraient des suiveurs du script, ou feraient partie du décor de la réalité. En termes gnostiques, la majorité illique fonctionne sous le code du démiurge, tandis qu'une minorité possède l'étincelle pour percevoir et questionner la réalité. Comment les deux se relient? Les PNJ comme stabilisateurs du consensus. Les bugs de l'effet Mandela remettent en question la version consensuelle de la réalité. Les PNJ agiraient comme des stabilisateurs. Ils mémorisent toujours correctement le nouveau script, empêchant la réalité de se désagréger. Les individus avec l'étincelle remarquent les incohérences, car leur conscience n'est pas entièrement réécrite par le script. Donc, monologue intérieur, les recherches suggèrent que 30 à 50% des personnes ont un monologue intérieur constant ou fréquent. Les autres expérimentent la pensée davantage sous forme d'images, de sensations ou de savoir non verbal. Certains critiques de la théorie des personnages non joueurs ont souligné cela comme preuve de différents degrés d'autoréflexion. Tout le monde ne raconte pas sa propre existence. Si le monologue intérieur, métacognition, donc penser à ses propres pensées, alors ceux qui n'en ont pas pourraient être plus guidés par un script, semblable à des PNJ. Donc voilà, hein, donc ce qu'il faut retenir, c'est que déjà statistiquement avec ces gens, ils le disent eux-mêmes. Les gens vont dire eux-mêmes qu'ils n'ont pas de monologue. Les statistiques, les estimations vont montrer que la masse est comme ça. Donc c'est quelque chose de réel en fait. Il y a une convergence intéressante. Dans chaque ensemble de données, une minorité présente des traits de transcendance, de conscience intérieure ou de reconnaissance de motifs. La majorité fonctionne de manière plus matérielle, sensorielle ou sans profondeur réflexive, ce qui correspond aux catégories illiques psychiques dans le gnosticisme. Donc là, je crois que ça vient de Reddit, le screen qui vient de mettre, c'est quelqu'un d'anonyme qui a dit ça. Pourquoi l'effet Mandela existe-t-il? Qu'est-ce qui pourrait altérer le monde, tout en étant incapable de modifier l'esprit des gens dans le processus? Cela semble n'affecter que les PNJ qui seraient les serviteurs matériels et sans esprit du démiurge. Cela ne semble pas affecter les vrais humains spirituels. Voilà, donc à quoi pensent les PNJ lorsqu'ils lisent des bandes dessinées avec des bulles de pensée? Et ça, c'est intéressant parce que vu qu'ils n'ont pas de monologue, c'est-à-dire que toi, quand tu lis le truc, t'as ta voix dans ta tête. Et moi, c'est pour ça qu'en général, alors personnellement, ça me cassait les couilles à chaque fois de lire, parce que j'avais toujours ce monologue. Il y a des gens, ils trouvaient ça tranquille de lire. Il y a des gens, justement, ça les repose. Et moi, ça ne me repose pas, en fait. Il y a quelqu'un qui parle dans ma tête. Je n'arrive pas. Les textes religieux, la Bible ne parle que de ce que Dieu a créé. Donc il n'y a pas mention de l'esprit, mais seulement de cet aspect animateur et de l'énergie appelée l'âme, qui pousse toute matière vivante, y compris les animaux, à se mouvoir. Donc dans la Genèse, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et insouffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Vous savez, euh, pour eux les choses sont telles quelles. Euh, c'est une logique aussi surtout datée, c'est-à-dire que, ok, donc il y a les planètes, il y a le système solaire, il y a la vie, il y a tout ça, ta ta ta. L'explication qu'ils ont pour tout ça, c'est pour ça que les athées aussi sont des abrutis, c'est oui, non, mais ton Dieu il n'existe pas, car regarde quand on est créé, c'est parce que les atomes, enfin voilà, il y a l'évolution, ta ta ta. Mais moi, je leur disais souvent, mais regardez une télé, regardez une PlayStation. Euh, donc en fait, dans cette métaphore que j'utilisais à chaque fois,
Ce que je veux dire, c'est que regardez, dans une télé, une PlayStation, du coup, n'importe quel objet créé par l'homme qui fonctionne tout seul, hein. Donc des choses électroniques, il y a un processeur, un système programmé. Quand on appuie sur un bouton, tout fonctionne automatiquement parce que c'est codé comme ça. Donc dans la télé, on imagine deux pixels qui représentent l'humanité. Le premier pixel pense que tout a été créé par quelqu'un et que ce quelqu'un utilise les pixels pour nourrir son âme, hein. Le deuxième pixel, il dit que c'est n'importe quoi. Pour lui, il n'y a pas de créateur ni de force cachée, tout fonctionne tout seul. Il observe simplement comment marche le courant et les mécanismes, et il considère que ça suffit comme explication sans chercher plus loin, hein. À savoir que cette mentalité, donc voilà, le démiurge des archontes dit clairement au début, on va aller créer notre image. Dans les entreprises ou dans les élites, on cherche à rendre les systèmes autonomes. Par exemple, un patron recrute des personnes de confiance et met en place une organisation qui finit par fonctionner toute seule. On cherche à rendre la chose autonome. C'est comme ça que marche une matrice en Donc quelque très sorte. intéressant, hein. Ce que cela veut dire, c'est que, vous savez, il y a le corps et l'âme. Et ce qu'on a toujours appelé l'âme, en fait, c'est... alors, il y a des gens, ils disent le mot âme, justement pour parler de l'étincelle divine, mais... si on veut approfondir la chose, ce n'est pas notre âme, notre étincelle divine, c'est ce fameux esprit non créé par le démiurge. Donc l'âme, en fait, qui anime, anima, donc qui veut dire aussi animal, hein. C'est ce qui anime juste ce corps. Donc ce qu'on pense être nous-mêmes, ce qu'on pense être notre âme, ce n'est que vous savez de l'électricité pour faire fonctionner ce corps en fait. Les juges, c'est pour cela que c'est la quasi-totalité des humains n'ont pas cette fameuse empathie. L'empathie n'est pas quelque chose pour un être vivant qui est obligatoire. C'est pour ça que les, la justice est mal faite quelque part. C'est pour cela que vous savez, le tribunal, si vous êtes déjà allé là-bas, ça fait très psychopathe en fait. Donc là, intéressant, hein, on va plonger vraiment dans les choses, dans la médecine. Aujourd'hui, la plupart des gens ont entendu parler de visions sur le lit de mort dans lesquelles les mourants voyaient des proches décédés, des figures religieuses, des animaux ou des amis, ainsi que des expériences de mort imminente dans lesquelles une personne proche de la mort ou déclarée morte quitte son corps, fait l'expérience de l'au-delà puis revient à la vie. Il existe cependant d'autres expériences exceptionnelles de fin de vie moins connues mais tout aussi intrigantes. L'un de ces phénomènes porte plusieurs noms. On l'appelle le dernier sursaut, l'ultime adieu ou le dernier moment de clarté. Plus récemment, il a été nommé lucidité terminale par Michael Nahm, un chercheur et biologiste allemand. La lucidité terminale ne doit pas être confondue avec l'agitation terminale qui se caractérise par le délire, l'anxiété, l'agitation et le déclin cognitif. En réalité, c'est tout le contraire. La lucidité terminale s'applique à une personne proche de la mort et restée jusque-là non réactive, qui montre soudain une nette amélioration de son énergie et ses fonctions mentales. Elle peut alors engager des conversations significatives avec les autres et même demander à manger ou à boire. Elle semble redevenir elle-même. Les familles ont l'impression qu'une guérison miraculeuse s'est produite et que le proche ira désormais bien avant qu'il ne meure quelques minutes ou quelques heures plus tard. Donc c'est un truc de fou. Euh, donc il y a des personnes qui sont handicapées mentales, tout ça, et puis ils ont d'un coup une lucidité, ils reparlent normalement, ils agissent normalement, et puis ils meurent comme ça, soit un jour après ou les heures après. Et c'est un phénomène que personne ne peut expliquer pour l'instant. Un petit groupe de chercheurs étudie actuellement la lucidité terminale, en plus de NAM, Alexander Bethany de Vienne tente de recueillir des données à ce sujet. Jusqu'à présent, le taux de réponse au questionnaire qu'il a distribué est resté limité. Bien que les résultats ne soient en aucun cas définitifs, sur les 227 patients atteints de démence suivis, environ 10% ont présenté une lucidité terminale. Dans sa revue de la littérature, NAM a rapporté qu'environ 84% des personnes qui connaissent une lucidité terminale décèdent dans la semaine, dont 42% le jour même.
Le chiffre de 10% correspond à la plage de convergence des données, 10 à 30%, observé avec d'autres phénomènes liés au PNJ. C'est un truc de fou, hein. C'est vraiment un truc de fou. Donc ces résultats suggèrent qu'une cognition normale peut survenir malgré un cerveau sévèrement endommagé. Comment est-il possible que le cerveau d'une personne soit détruit par une maladie et que pourtant cette personne devienne lucide et engageante peu avant sa mort? Nam donne l'exemple d'une femme de 91 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 15 ans. Cette femme était depuis longtemps non réactive et n'avait montré aucun signe de reconnaissance envers sa fille ou quiconque au cours de ces 5 années précédentes. Un soir, elle a entamé une conversation normale avec sa fille. Elle a parlé de sa peur de la mort, des difficultés qu'elle avait eues avec l'église et les membres de sa famille. Puis elle est morte quelques heures plus tard. Il n'existe à ce jour aucune réponse scientifique logique à ce mystère médical. Les informations disponibles sont encore trop limitées pour permettre de postuler un mécanisme définitif expliquant la lucidité terminale. Le fait qu'elles se produisent chez des personnes souffrant de maladies différentes suggère que plusieurs processus différents pourraient être à l'œuvre. À l'œuvre. Certains spéculent qu'il pourrait s'agir d'une expérience spirituelle ou d'un don divin. C'est certainement un cadeau pour les membres de la famille présents au moment du décès qui bénéficient d'une dernière opportunité d'être auprès de leurs proches et de lui dire au revoir. Les membres de la famille, comme les soignants qui ont été témoins de cet état, disent se sentir transformés par l'expérience. C'est un truc de fou. Donc là, on a une représentation simple, mais très, très parlante. Donc là, on a une vraie personne et un PNJ. Donc vous pouvez voir que voilà, donc la fenêtre, donc le l'âme d'une vraie personne avec une cognition et une observation. Euh, Là, vous voyez qu'il y a un joueur en fait. Enfin, c'est comme quelqu'un qui regarde le film. Et dans les PNJ, voilà, pure cognition without true observation. This is a PNJ. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, à part ce qu'il voit, il est dicté par rien. C'est intéressant de représenter le mec dans le cerveau de la vraie personne avec un popcorn. Parce que vous savez, quand on regarde un film, euh, il y a des gens qui se taisent, qui regardent juste le film. Voilà, ils en déduisent rien, c'est pas intéressant en fait comment ils sont. Et puis il y a des gens en fait, durant le film, ils vont dire ah mais je pense que lui c'est un traître, ah mais je pense que lui, ah mais lui c'est sûr, ah mais lui c'est. Ils, ils- ils sont. Ils donnent leur avis en fait, ils captent les choses. Jésus parle des gens aussi qui arrivent à, vous savez, un verset qui parle de. C'est dans le. Je crois, l'évangile de Thomas. L'évangile de. Ouais, l'évangile de Thomas où il parle des gens qui sont capables de reconnaître, vous savez, les voleurs, qui ont cette intuition, qui savent reconnaître les traîtres, qui ont ce genre de choses-là. Donc la lucidité terminale, également connue sous les noms de rallying, terminal rally, the rally, end of life experience, energy surge, the surge ou pré-mortem surge, est un retour inattendu de la conscience, de la clarté mentale ou de la mémoire peu avant la mort. Chez des personnes atteintes de troubles psychiatriques ou neurologiques graves, ce phénomène est rapporté par les médecins depuis le 19e siècle. La lucidité terminale est un terme plus précis que le phénomène plus large de lucidité paradoxale qui peut survenir à n'importe quel moment et pas seulement avant la mort. La lucidité terminale n'est pas un terme médical officiel et il n'existe pas de consensus sur ses caractéristiques précises. Voilà. Donc les expériences de mort imminente ont été rapportées partout dans le monde indépendamment de la culture par des personnes qui se sont rétablies de manière inattendue d'une blessure potentiellement mortelle ou qui ont échappé à une situation fatale. Les gens ont décrit leur expérience de mort imminente comme une expérience hors du corps, un sentiment d'unité avec la nature, une mémoire apparente d'une vie antérieure, etc. Les expériences de mort imminente sont similaires à la lucidité terminale car les deux se produisent juste avant la mort. Alors il dit, en d'autres termes, la clarté mentale, la clarté qui, en l'absence d'un cerveau fonctionnel, proviendrait maintenant de la conscience, esprit, le divin étincelle. Le cerveau ne fournit que la sentence et la capacité à réagir aux stimulus comme le fait un animal.
Ce qui démarque le comportement des personnes proches de la conscience, donc NPC, revient lorsque le corps meurt et que l'esprit éclate aux coutures. Prêt à partir, peut-être que cet éclatement aux coutures du corps avant le passage ultime pourrait être décrit comme un débordement de l'esprit juste avant le passage ultime, ce qui donnerait lieu à cette soudaine lucidité terminale ainsi qu'une expérience hors du corps et aux souvenirs de vie antérieure mentionnés avec le lien des EMI en général. En 2009, MacLeod a tiré des conclusions basées sur ses propres observations, plutôt que sur des témoignages de témoins comme la majorité des autres études de cas. Sur 100 décès survenus dans un hospice, 6 cas ont connu une lucidité terminale, donc 6 sur 100, qui a duré 12 heures, et que les personnes sont décédées 48 heures plus tard. Les benzodiazépines, donc médicaments pour diminuer l'agitation, et les antiémétiques, médicaments pour soulager les nausées et vomissements, ont été utilisés, mais leurs doses n'ont pas dépassé le maximum recommandé, bien qu'une dose élevée d'opioïdes ait été utilisée dans un cas. MacLeod n'a pas été en mesure de trouver de prédicteurs ou de causes de la lucidité terminale, mais il a suggéré que ce phénomène était plus courant dans le passé. Car en pharmacologie moderne, il existe des directives et des recommandations pour l'utilisation des médicaments. Par exemple, les médecins dans le passé n'avaient pas de limite de dose pour les opioïdes et n'avaient pas les médicaments pour soulager les nausées et les vomissements. Voilà, donc ce que ça veut dire, c'est que ils diront ouais, mais bon, en gros, les médicaments, si tu veux, ils influent sur en fin de vie, influencent fortement l'état mental. Mais il y a quand même 6 personnes sur 100. En fait, on reste toujours sur une minorité à chaque fois à qui ça arrive, ce genre de choses-là, de miracles. Donc, compte tenu de l'état historique de la patiente, la lucidité à un tel degré en fin de vie est inexplicable par la science, car il ne s'agit pas d'un phénomène naturellement fondé, mais d'un phénomène surnaturellement fondé. Le fait que cela se produise près de la mort est l'indice en fait. Voilà, donc, la mort d'Anna Katharina Heimer. Une étude de cas sur la lucidité terminale. Michael Nam, voilà. Résumé. La lucidité terminale, c'est-à-dire le retour inattendu de la clarté mentale et de la mémoire peu avant la mort des patients souffrant de troubles psychiatriques et neurologiques graves, a suscité la curiosité de nombreux médecins et profanes par le passé. Cependant, ce phénomène particulier a reçu peu d'attention au cours des dernières décennies. Dans des publications précédentes, nous avons présenté des synthèses de cas de lucidité terminale dans divers troubles neurologiques et psychiatriques. Dans cet article, nous mettons en lumière la lucidité terminale chez des personnes atteintes de handicaps mentaux, en nous concentrant sur l'un des cas les plus remarquables qui ait été rapporté. Nous fournissons des informations biographiques sur les deux principaux témoins qui ont rapporté ce cas. Il s'agit de la mort d'Anna Katharina Heimer, une femme de 26 ans atteinte de handicaps mentaux sévères qui vivait dans une institution pour personnes souffrant de troubles mentaux et qui, selon les témoignages, n'aurait jamais prononcé un seul mot de sa vie. Pourtant, elle aurait chanté des chants funèbres pendant une demi-heure avant de mourir. Le cas a été rapporté par le directeur de cette institution et par son médecin-chef. Nous estimons qu'il est difficile d'évaluer rétrospectivement l'authenticité du cas. Néanmoins, compte tenu de cas similaires et d'un ensemble d'autres découvertes anormales liées au cerveau, nous considérons que ces phénomènes méritent d'être étudiés. Les recherches sur de tels cas anormaux pourraient améliorer notre compréhension du fonctionnement du cerveau humain et du traitement mental chez les personnes souffrant de handicaps mentaux, et pourraient être d'une valeur particulière pour les mourants, les personnes en deuil et les soignants. Le fait qu'elle chante, ça me fait penser aussi, vous savez, aux bonnes entités, hein, je trouve que c'est des êtres qui chantent aussi. Le chant, c'est quelque chose de beau. Donc là, on a encore notre image avec l'hyperphantasia et versus aphantasia. Donc voilà, la fantasia, c'est voilà, il y a rien, tu ne vois rien. Tu n'as pas, et vous allez voir que cela, en fait, ça va relier à l'empathie. Hein. Voilà, hypofantasia, fantasia. Par exemple, posez la question à quelqu'un. Dites-lui ceci.
Tu n'as pas mangé ton... Ça fait quoi si tu n'aurais pas mangé ton petit déjeuner ce matin? Comment tu te serais senti? En général, les golems vont répondre je l'ai mangé, pourquoi tu me poses ces questions? Ou alors, écoute, moi je mange pas de petit déjeuner, j'en sais rien. Bah, en fait, normalement, quelqu'un qui se rapproche de l'hyperphantasia, même si je veux dire, tout le monde a déjà mangé une fois le petit déjeuner, tout le monde. Je veux dire, dès qu'on te pose ce genre de questions, c'est ton imagination qui travaille. Parce que si t'en as pas effectivement mangé depuis longtemps, ou alors tu en as mangé, tu vas quand même te mettre à la place de la question qu'on te pose et répondre, ce qui va créer voilà, une bonne conversation. Ben voilà, ben il y a des gens, vous pourrez faire le test, hein, vous verrez, ça marche en général. Donc, la fantasia, hein, désigne la capacité à imaginer. Euh, Selon la littérature scientifique, environ 5% ou moins de la population connaîtrait la fantasie. Ce chiffre semble un peu bas et impliquerait que la capacité imaginative existerait chez environ 95% de la population. Cela paraît quelque peu en retrait par rapport à la plage de convergence de données que nous attendions, donc 10 à 30%. Il y a de fortes raisons de croire que le chiffre de 5% est erroné, et pas seulement inexact, mais sous-estimé. Car il est impossible de regarder littéralement à l'intérieur de la tête de quelqu'un. C'est vrai. Cela signifie que toutes les données sur la fantasia sont auto-rapportées. Comment peut-on rapporter quelque chose que l'on ne connaît pas? Beaucoup de personnes atteintes d'aphantasia ne savent pas qu'elles en sont atteintes. Elles ne seraient donc pas en mesure de rapporter avec précision si elles en sont atteintes ou non. Contrairement à une personne qui peut imaginer, elles n'ont aucun point de référence pour l'expérience opposée. Comme elles le disent elles-mêmes, hors de vue, hors de l'esprit. Le problème avec la capacité à imaginer est qu'il s'agit d'un phénomène interne, qui ne peut pas être testé comme la vue ou l'ouïe, qui produisent des signes externes que la science peut enregistrer. C'est pourquoi la découverte de la dilatation ou l'absence de dilatation des pupilles en réponse à l'imagination d'une lumière vive et la transpiration ou son absence en réponse à la lecture d'histoires effrayantes est significatif. Il s'agit peut-être des premiers signes externes identifiables de Fantasia. À la lumière de cela, une meilleure représentation de la capacité à imaginer dans la population serait dans l'aspect positif, donc hyperphantasia, plutôt que l'aspect négatif. Les individus représentant une hyperphantasia posséderaient le point de référence mentionné ci-dessus, ce qui leur permettrait de fournir des données précises à partir desquelles on pourrait établir une limite inférieure au nombre réel d'individus capables d'imaginer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le truc, c'est que euh, certaines personnes ne peuvent pas visualiser des images dans leur tête. Apparemment, ça dit que 5% de la population, mais ce chiffre, il pourrait être faux, hein. Parce qu'en fait, c'est difficile à mesurer. On ne peut pas voir ce qui se passe dans la tête des gens. Tout repose sur ce que les gens déclarent eux-mêmes. Beaucoup de personnes ne savent même pas qu'elles ont une imagination différente. Donc, ça pourrait être plus fréquent qu'on ne le croit. Et il faudrait étudier ceux qui ont une imagination très forte pour mieux comprendre en fait. Donc le truc c'est que on pourrait mesurer directement ça avec la vue, l'ouïe et la douleur. Donc il y a des indices possibles en gros qui dit donc la dilatation des pupilles quand on imagine une lumière ou les réactions corporelles comme la transpiration. Donc le chiffre de 5%, il est peut-être sous-estimé, enfin il est sous-estimé en fait quand tu vois le truc. Donc, deux conclusions générales ressortent des travaux sur la fantaisie. À ce jour, premièrement, l'imagerie sensorielle consciente n'est pas un prérequis pour la cognition humaine. Aristote avait tort lorsqu'il écrivait que l'âme ne pense jamais sans fantasma. Deuxièmement, les réalisations créatives chez les personnes atteintes d'aphantasie indiquent que l'imagerie sensorielle n'est pas non plus un prérequis pour l'imagination créative. La capacité plus riche à représenter, remodeler et reconcevoir des choses en son absence. Le QI ou l'intelligence n'est pas corrélé avec l'esprit ou la présence de l'étincelle divine. Une personne intelligente n'est pas nécessairement une personne consciente. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est que même si certaines personnes ne voient pas d'image dans leur tête, monologue, ce que tu veux, elles peuvent penser et créer normalement. Donc c'est pas indispensable l'imagination en fait pour être intelligent ou créatif. Mais ça confirme quand même le fait que il y a des gens ils sont scriptés comme ça. Hein? C'est pas parce que quelqu'un c'est un génie qu'il faut vous dire ouais ce mec a l'étincelle divine c'est un truc de fou. Non non. Quelqu'un peut être intelligent, quelqu'un peut être vraiment créatif et tout, mais il peut être scripté comme ça en fait le mec. Tu vois? Donc là, trois ensembles de corrélats objectifs au rapport subjectif d'aphantasie ont émergé dans des travaux récents. Premièrement, une technique de rivalité binoculaire mise au point pour mesurer la force de l'imagerie mentale a été appliquée à des personnes atteintes d'aphantasie. Chez les participants avec imagerie, le fait d'imaginer l'un des deux stimuli binoculaires avant leur présentation biaise la perception vers le stimulus précédent imaginé. Et l'ampleur de cet effet d'amorçage peut être utilisé pour estimer la force de l'imagerie. Cet effet s'est révélé pratiquement absent chez les participants avec aphasie. Deuxièmement, alors que les participants normaux écoutant des histoires extrêmement effrayantes montrent une augmentation de leur réponse cutanée galvanique. Donc GSR, il transpire. Donc qu'est-ce que c'est le GSR? Donc ça veut dire Galvanic Skin Response. Le GSR, ça mesure comment la peau réagit émotionnellement, en fait, si tu veux. C'est utilisé pour mesurer la peur, le stress, l'émotion, la réaction à des images ou des histoires. Donc c'est un moyen, si tu veux, scientifique de mesurer les réactions émotionnelles du corps à travers la transpiration ou la conductivité de la peau, si tu veux, voilà. Donc, les personnes atteintes d'aphantasie ne le font pas. En revanche, les personnes avec aphasie montrent une GSR normale en réponse à des images aversives démontrant qu'elles ne manquent généralement pas de cette capacité. L'interprétation naturelle est que, en l'absence d'imagerie, l'impact du langage émotionnel est réduit car l'imagerie sert habituellement de médiateur entre la description verbale et la réponse émotionnelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que elles n'ont pas d'image dans leur tête. Les histoires ou mots ont moins d'impact émotionnel parce qu'elles ne peuvent pas se représenter la scène mentalement. C'est pour ça qu'en général, ces gens sont vides, sont nuls. On n'a pas envie, c'est chiant de parler avec eux. C'est triste, mais c'est pour ça que la plupart des gens sont nazes en fait. C'est nul de rester avec eux, tu vois. Donc une troisième approche repose sur l'observation selon laquelle les pupilles de l'œil réagissent à une illumination imaginée, se contractant lorsqu'on imagine un ciel ensoleillé se dilatant lorsque l'on imagine une pièce sombre. En général, les personnes atteintes d'aphantasie ne montrent aucune preuve d'une réponse pupillaire liée à l'imagerie, malgré des réponses normales à la lumière réelle et la charge cognitive. Cela pourrait expliquer le manque d'empathie et les caractéristiques pseudo-psychopathiques générales observées chez les PNJ. Donc, quand on parle de pervers narcissiques, c'est pour ça il ne faut pas traîner avec eux. En général, ce sont des putains de narcissiques. C'est des gens, ils ont un manque d'empathie. Franchement, on- vous connaissez à quel point ils peuvent être cruels, ces gens, quelque part. C'est bizarre, hein, pourtant ils ne tuent pas des gens, c'est pas des dealers, mais ils peuvent être vraiment cruels, ces gens, ok? Ils manquent d'empathie. Donc, euh, deux cerveaux, l'un visualise trop, l'autre pas du tout. Si vous avez une imagerie mentale et que vous imaginez regarder le soleil, vos pupilles se contractent effectivement un peu, explique Ziman. Mais si vous imaginez simplement que vous regardez dans une pièce sombre, vos pupilles se dilatent légèrement. Cependant, les personnes atteintes d'aphantasie ne montrent pas cet effet. Si vous avez une imagerie mentale et que vous lisez une histoire très effrayante, vous transpirez. Cependant, les personnes atteintes d'aphantasie ne transpirent pas, poursuit-il, mais elles transpirent si on leur montre des images effrayantes, donc tu vois, dans la vraie vie. Et donc qu'il faut de l'imagerie pour générer une sorte de réponse viscérale à une histoire émotive. Voilà. Donc on se rend compte que l'imagerie mentale aide, aide vraiment à déclencher des réactions émotionnelles. Et, et en fait, elle est absente chez ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'ils ont des réactions d'enculés, en fait, des fois. Vous savez, d'être méchant pour rien, des fois. Enfin, par exemple, tu vas rentrer. Alors, regardez.
T'es en couple, alors on va arrêter de parler des femmes, parce qu'elles sont vraiment détestées dans la matrice, hein, les pauvres, elles ont vraiment, dans la matrice, voilà, c'est mieux d'être un homme dans la matrice, hein. Donc un mec, admettons, vous êtes une fille, vous rentrez du boulot, il s'est passé des choses vraiment graves et tout, vous n'êtes pas d'humeur. Donc du coup vous rentrez, vous ouvrez la porte, il y a votre mari qui est sur le canapé, et vous rentrez, vous êtes énervé. Du coup vous dites pas bonjour, je sais pas là, vous dites pas bonjour, vous faites directement à manger, puis voilà. Ce qui se passe, c'est que si le mari il a des à fantaisie, il vous voit rentrer, lui tout ce qu'il voit c'est que vous êtes énervé. Donc, plutôt que de vous dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, ça va, tu vas bien, d'être là avec la personne, tout simplement, hein, instinctivement, hein, ben, elle va prendre ça pour elle. Vous voyez ce genre de réaction d'enculé. Elle va prendre ça pour elle. Donc au lieu voilà d'aider de vous aider, elle va plutôt vous rejeter en fait. Vous savez, voilà, ah non, tu ne rentres pas comme ça énervé. Oui, ok, d'accord, mais les problèmes c'est dehors, pas à la maison. Vous voyez, ça c'est des personnes typiquement PNJ. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner d'eux. Si vous voyez, vous commencez à être ami avec ce genre de personnes, ou alors avec une fille qui est comme ça, fuyez, parce que vous n'aurez aucune aide mentale avec ces gens, ok? Donc, Ziman estime que jusqu'à 10% de la population mondiale souffre d'hyperphantasie. Donc là, les chiffres changent. Qui se situe à l'extrême opposé du spectre de traitement cérébral de la fantaisie. Les personnes qui vivent une imagerie extra vivide sont souvent présentées dans les arts et peuvent ressentir des émotions plus intenses, a déclaré Ziman. 10% correspond à la convergence attendue des données. Nous pouvons extrapoler et prédire que la présence de la fantaisie régulière est un peu plus élevée, mais probablement encore en dessous du plafond de 30%. L'imagerie a été décrite comme un amplificateur émotionnel. Donc je pense qu'il est raisonnable de supposer que les personnes qui ont une hyperphantasie ont tendance à avoir des réponses émotionnelles plus volatiles que celles qui ont une aphasie. Bien que cela n'ait pas encore été bien étudié, a-t-il déclaré. Donc, la fantaisie n'est pas une maladie ou un handicap. Watton a une carrière réussie en tant qu'avocate et se considère excellente pour communiquer des informations complexes. Je ne me repose pas du tout sur des images, ni leur apparence, leur forme ou leur structure. Et je ne suppose pas que les autres le font. Donc aucune capacité à réellement voir, à réellement voir en penser, seulement en comprendre. Cependant, elle n'apprécie pas les œuvres de fiction fantastiques. Ce ne sont que des mots sur une page. Je ne pars pas en voyage pour visiter des lieux dans mon esprit. Et ce qui limite aussi sa capacité à jouer à des rôles avec ses enfants. Elle regarde souvent son mari, dont elle a découvert qu'il a une hyper fantaisie, le faire avec aisance. L'aspect le plus bouleversant de la fantasy pour Watton, cependant, est le fait que je ne suis pas avec mes enfants, je ne peux pas les voir, je ne peux pas faire apparaître une image d'eux. Je peux vous décrire chaque détail de leur apparence, leur manière et même les vêtements qu'ils ont portés ce matin, mais je n'ai pas d'image d'eux. Cela m'inquiète de penser que lorsque je perdrai mes êtres chers, comme ma mère par exemple, je ne pourrai pas simplement faire les yeux et faire apparaître une image d'elle. Il semble y avoir des avantages et des inconvénients aux deux extrémités du spectre sensoriel, a déclaré Ziman. L'un des avantages avec de la fantasy, selon lui, est qu'en raison de l'absence de distraction visuelle répétitive, il, il peut être plus facile de vivre dans le moment présent. Euh, donc, euh, donc ce que ça veut dire en fait, excusez-moi, ce que ça veut dire, c'est que pas d'image dans la tête. Donc ses pensées sont basées sur euh, des idées, des mots, des concepts matériels. Donc le truc c'est que la conséquence c'est qu'elle peut avoir du mal avec, vous savez, imaginer des scènes de livres, des trucs dans la tête, revoir des souvenirs visuellement. Mais elle peut être très forte pour expliquer, réfléchir logiquement, donc rester concentré. Donc tout ce qui est au final matériel si vous voulez. D'accord. Donc c'est pour ça qu'à la fin, le mec il dit NPC Sensory Dominance, c'est que c'est ça, plutôt ce canal-là pour penser. Background, contexte.
L'idée que des personnes vides, euh, l'idée des personnes vides m'est apparue pour la première fois en 99. Après avoir effectué de nombreuses recherches sur les sociopathes et les psychopathes, dont l'état est médicalement connu sous le nom de TAP, donc trouble antisocial de la personnalité, mon intérêt pour le sujet est né du fait d'avoir été obligé de côtoyer pendant longtemps quelqu'un qui présentait tous les signes d'un sociopathe. Les termes sans cœur et sans âme étaient descriptifs, mais peu précis. J'avais remarqué chez cette personne une vacuité derrière les yeux et une naissance consciente très superficielle, qui semblait être à la racine des comportements que j'observais. Finalement, j'ai réalisé que cette même condition de base était présentée chez d'autres personnes qui n'étaient pas ouvertement sociopathes, mais dont le manque de cœur était masqué par une façade sociale bien adaptée. En d'autres termes, ce que la psychiatrie diagnostiquerait comme un TAP n'était que la manifestation la plus extrême, criminelle et grossière d'une condition qui s'exprime autrement de manière plus large, socialement acceptable et moins incriminante. C'est cette dernière forme qui pourrait expliquer le grand nombre de personnes vides présentes dans la population. Ça rejoint le fait que les PNJ sont... Enfin, vous savez, on entend trop parler souvent les pervers narcissiques et tout. On a l'impression que c'est pas tout le monde, mais je vous le dis, vous savez, à chaque fois vos groupes d'amis disparaissent. Mais pourquoi? Euh, Avec vos groupes d'amis, vous parlez de ce genre de personnes-là et vous vous rendez compte que vos amis sont comme ça en fait. Donc vous vous rendez compte que tout le monde est comme ça. Vous savez, c'est ce truc d'être au final un enculé, quoi, un pervers narcissique. Tout le monde a des côtés comme ça. Et c'est pour ça que les PNJ, je vous le dis, fuyez-les. Euh, En fait, vous voyez la façade et vous voyez que cette personne-là c'est un PNJ, ben, vous évitez, vous évitez en fait le piège, tout simplement, en sachant ça. Parce que voilà, les PNJ, ce sont en général des vampires énergétiques, hein, donc à un moment vous allez voir, c'est pour ça qu'on dit le pervers narcissique se présente gentiment et ensuite il se révèle. Et ben en fait, eux-mêmes sont inconscients de ça car ils sont scriptés comme ça. Donc, mais que manque-t-il exactement chez elles? La réponse devient claire si on examine leur comportement commun et leur qualité de conscience. Caractéristiques comportementales et psychiques. Leur comportement tend à être superficiel, donc égocentrique, narcissique, banal, prédateur et matérialiste. Parfois, ces traits sont camouflés par une façade sociale polie, mais quiconque possède un regard perspicace peut voir à travers le déguisement. Ils manquent d'individualité, de pensée indépendante et sont fortement enclins à adapter une mentalité de troupeau. Ils manquent de compréhension de tout ce qui dépasse la sphère matérielle, de sens et n'ont aucun intérêt pour les questions métaphysiques, sauf s'il s'agit d'accessoires clinquants destinés à booster leur image sociale. Ils semblent également totalement incapables d'empathie, de recherche d'âme et de sacrifice volontaire. Néanmoins, en présence d'autrui, ils peuvent afficher un semblant de préoccupation, de détresse ou d'altruisme, dans le seul but de manipuler socialement. Putain, par exemple, en versant des larmes de crocodile pour susciter la sympathie ou en faisant quelque chose de gentil uniquement pour obtenir une faveur en retour. Un examen psychique de leur conscience révèle quelque chose d'intéressant. Il y a une certaine simplicité, platitude et inertie dans leur essence. Même si leur intellect est développé, contrairement aux autres personnes, leur énergie consciente est plus diffuse, terne, impermanente et amorphe, plutôt que solide, étincelante, cristallisée et concentrée. Autrement dit, leur esprit ressemble à des châteaux de sable au lieu de châteaux forts. Il semble qu'ils aient une conscience animiste et rudimentaire qui pilote leur corps, comme le font les plantes et les animaux, mais pas une conscience de soi consciente telle qu'on la suppose chez les humains. Il existe une différence importante entre la conscience et la conscience de soi. Voilà, donc le trouble TAP est sûrement sous-diagnostiqué en fait, quand tu t'en rends compte. Et ces personnes ont une façade bien adaptée, une façon de parler, un argent, une attitude que tout le monde peut, que les cons peuvent croire pour un charisme. Je vais aussi parler de, vous savez, ce fameux, t'es bizarre toi.
Vous l'avez sans doute remarqué depuis l'enfance, lorsqu'on fait quelque chose qui sort de la norme, quelque chose d'un peu plus amusant ou inattendu qui surprend les gens. On entend souvent dire t'es bizarre toi, ou t'es chelou, tout simplement parce qu'on sort de leur script. En fait, quand vous agissez différemment de la majorité, hein, que vous ne suivez pas la tendance, qui est d'ailleurs juste une création golémique, vous échappez à leur scénario. Ils n'arrivent pas à comprendre. Et c'est pour cela qu'ils vous trouvent bizarre. Vous sortez de leur script, d'accord? En fait, cela m'amène à me demander de qui Yeshua parle-t-il exactement. Quand il dit s'ils m'ont haï, ils voyeront en premier, ou qu'il annonce qu'on va être rejeté, etc. De qui parle-t-il au juste? En fait, on se rend compte qu'il ne parle pas uniquement des personnes sous une emprise diabolique ou de grands criminels. Non, tout le monde n'a pas croisé la route d'un tueur en série de Geoffrey Dahmer. Mais tout le monde a déjà eu affaire à quelqu'un de méchant. Tout le monde a déjà connu de l'injustice. Tout le monde a déjà connu quelqu'un qui l'a rejeté ou qui lui a fait du mal. Quelqu'un qui détruit beaucoup plus qu'un coup de couteau par exemple. Hein. En réalité, ces personnes-là constituent la masse. C'est contre cette masse-là que Yeshua nous en garde. Car ces gens n'ont pas la même clarté d'esprit, ni la même compréhension que ceux qui ont véritablement ouvert les yeux. Parlons de l'empathie maintenant. Chez eux, l'empathie manque cruellement de clarté. Alors, ils peuvent en avoir par moment, mais de façon très limitée. Ils en manquent profondément. Ça ne sert à rien de chercher là-dessus. Prenons tout ce qui représente l'ordre et l'autorité. C'est un rapport avec l'empathie. Tout ce qui symbolise Moloch, si l'on veut, la police, les gendarmes, les CRS, les matons. Comment font-ils pour faire ce travail? Moi, je me demande. Le rôle des forces de l'ordre sert juste à donner un coup de bâton à celui qui sort du troupeau. Hein. Il exerce une pression avant tout sur ces personnes-là. Quand les gens parlent de la police, comment aimeraient-ils qu'elle soit au fond? Au fond, ils veulent des justiciers, hein, comme un bon suiveur, ce qu'un PNJ souhaite. Hein. Il est codé pour seulement marcher sur le trottoir. C'est pour ça qu'il attend un sauveur, une personne pour qui voter. Si les religions monothéistes marchent pour la masse, c'est parce que tu dois surtout worshipper si tu veux être sauvé. Le PNJ attend que tout lui tombe dessus. Ici, les autorités cherchent juste à vous recadrer hein, et à vous faire rentrer dans le rang. Moi, je ne pourrais jamais faire ce genre de métier, honnêtement. Hein, tout simplement parce que j'ai trop d'empathie. Je serais incapable d'arrêter des gens pour rien. Et surtout pour courir après des problèmes que l'État ont placés eux-mêmes. Hein. On les entend souvent, ceux-là en plus traiter les flics chiens de l'État, par exemple. Mais ceux qui les jugent sont pareils. Vous êtes les mêmes PNJ. C'est juste que vous avez été scripté pour ne servir à rien. Vous êtes comme des leurs pour ceux qui ont activé leur étincelle. Ou alors vous les vampirisez. Tout cela existera toujours. On ne peut pas sauver la matrice. Elle est faite comme ça. Chercher une méthode pour sauver la matrice, c'est se fourrer le doigt dans l'œil. C'est se tromper de chemin. C'est même un piège. Je vous le dis tout de suite, vouloir absolument sauver cette matrice, c'est vouloir la diriger. Ne soyez pas comme des golems à attendre un sauveur ou un ordre. Il n'y a qu'une seule personne qui veut la diriger, c'est Lucifer. Mais la différence entre un PNJ, vous pouvez l'avoir avec quelqu'un qui a l'étincelle, c'est surtout le cycle, notamment en lui-même. Un PNJ n'arrivera jamais à régler ses problèmes. Alors matériellement, il évoluera, il aura même une très belle maison, beaucoup d'argent et pourquoi pas une énorme société, voire plus. Mais vous pouvez voir que ces gens, dans le privé, c'est n'importe quoi. Ils réussissent pas leur vie amoureuse, ni même avec leurs enfants. Donc voilà, hein, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'insécurité chez ce genre de personnes. Franchement, il manque presque de loyauté, soyez-en sûrs. Un jour ou l'autre, ils vous feront un coup bas, peu importe les circonstances ou la manière, ils finiront par vous décevoir. Parfois, à un point, vous n'aurez même plus envie de les saquer. Hein. Ce qui ressort surtout, c'est un manque d'empathie. Ils n'ont pas de repères solides, ils sont très imprévisibles, donc on ne sait jamais vraiment de quel côté ils se situent. Ils ont constamment des problèmes, parlent souvent de conflits, et semblent toujours être sur les nerfs. Ils sont très insécures. Ils peuvent aussi se montrer moqueurs, lâcher des petites vannes à votre égard, souvent couverts d'humour, hein, ça c'est du passif-agressif, et ça c'est nocif. C'est le genre d'attitude qui use, qui met mal à l'aise et qui finit par peser sur le moral. Ils peuvent également saboter vos projets. Parfois, ils ne servent à rien, ils vont rien dire, ils vont rester transparents, ils restent en retrait. Et d'autres fois, ils s'engagent avec vous, mais ça finit
toujours, toujours mal. Il manque de constance, crée des tensions, ramène de la négativité. Tout ce que vous construisez, ça, c'est foutu avec eux. On a parfois l'impression qu'ils supportent mal de voir quelqu'un avancer, de progresser ou s'élever, hein. Le système dans lequel ils évoluent aussi les rend aussi négatifs. Il les rend dépressifs. Ils ont tendance à entretenir des pensées sombres, à ne pas se remettre en question. Résultat, ils s'enferment dans leurs propres problèmes. N'oubliez pas non plus qu'ils peuvent avoir une forme de narcissisme. On l'a vu tout à l'heure, hein. Même s'ils passent leur temps à juger les autres pour ce genre de traits, ils le sont inconsciemment. Euh, Au final, leur vie tourne autour de l'argent, du cul, des choses matérielles, et vous verrez que fréquenter ce genre de type finit mal. À un moment donné, leur comportement les trahit, on prend naturellement ses distances. Perso, j'ai toujours fini par les éviter, il faut vraiment s'en méfier. Ne vous mettez jamais aussi, plus jamais en couple avec euh, un golem. D'accord. Surtout que les meufs, c'est elles qui sont le plus touchées, hein, par ça. Euh, donc faites très attention à votre entourage. Voilà, faites très très attention. C'est une erreur que, que j'ai appris à ne plus faire et vous allez voir, ça vous change tout. C'est ce que Yeshua voulait montrer en marchant sur l'eau, c'est que tout ça c'est une matrice, on peut briser, on peut s'élever, on peut tout ça entre guillemets casser l'illusion. Quelqu'un qui a l'étincelle, l'esprit, casse toujours le cycle des traumatismes de la famille. Il arrive toujours à chercher des solutions mentales pour les gens, à les aider à s'en sortir dans quelque chose. C'est plutôt quelqu'un comme ça qui a l'esprit.